Le sujet du M&A et de la compliance est un sujet qui est important, surtout dans le séquencement des opérations. C'est-à-dire qu'avant l'intervention, il est important d'intégrer cette dimension compliance dans les due diligence. Et de la même manière, il convient d'en prendre compte également au moment de la cession, puisqu'au moment de la cession, on se retrouve avec des sujets de garantie de passif, des sujets de contrat de cession qui posent les problèmes de compliance également. Donc, je dirais que le sujet doit être vu à l'entrée comme à la sortie. Je dirais que pour l'aborder, il y a deux manières. Soit on considère que c'est un risque comme un autre, de vérifier qu'une cible, par exemple, est en conformité avec un certain nombre de règles. Soit on le traite d'une autre manière, qui est de vérifier que si elle ne l'est pas, on va pouvoir avoir le temps entre, par exemple, la signature d'une opération et son closing, de la mettre en conformité, ce qui nous est déjà arrivé un certain nombre de fois depuis la loi Sapin 2 en particulier, où des cibles simplement n'avaient pas mesuré la nécessité de se mettre en conformité. Donc il y a une dimension évidemment garantie de passif potentiel, identification d'un risque, et ça on est dans le traditionnel, mais sur la question de Sapin 2, on a quelque chose qui peut être corrigé, puisqu'il n'y a pas véritablement de risque rétroactif sur la mise en conformité, en tout cas on l'a vu récemment, eh bien il y a la possibilité toujours de corriger ça pour l'avenir. Alors évidemment quand on parle de conformité, on ne parle pas que de Sapin 2, et là si on a une problématique de conformité, on va dire substantielle, c'est-à-dire la détection d'une fraude ou d'un acte de corruption, ou souvent aujourd'hui d'une problématique de non-respect des règles de sanctions internationales, et bien à ce moment-là c'est beaucoup plus compliqué et on voit de plus en plus d'acteurs, notamment anglo-saxons, qui reculent devant une opération tout simplement parce que la cible a pu dans le passé travailler avec Cuba, avec l'Iran ou des choses comme ça. Donc là c'est un problème plus substantiel qu'il faut détecter au stade des due diligence, mais qui malheureusement ne peut pas se traiter rétroactivement. Donc c'est un véritable travail nouveau qui consiste à regarder quelque chose qui était plus subliminal qu'autre chose et qui désormais est pratiquement au premier rang des choses qu'il faut regarder pour, le cas échéant, pouvoir les corriger. Ce qu'il faut dire également, c'est que finalement, ça n'a pas une conséquence nouvelle en termes de due diligence, puisqu'on fait des due diligence sur plein de thématiques lorsqu'on intervient dans les sociétés. Donc c'est une thématique supplémentaire qu'il convient d'intégrer de manière un peu plus spécifique peut-être, avec des questions bien ciblées en fonction des entreprises, de leur secteur d'activité, des risques induits. Et le dernier aspect, bien évidemment, c'est l'effet taille. Là, une acquisition, il faut toujours y penser, mais ça va de soi, qu'elle peut amener à faire franchir un seuil à l'entreprise acquéreur et à ce moment-là également accompagner le processus d'acquisition d'un processus de mise en conformité, notamment Sapin 2 ou devoir de vigilance par exemple.